Il n'y a pas de filet pour ceux qui s'écartent du chemin. Je ne suis pas en train de dire les Américains mentaient, les URSS disaient la vérité. C'est pas ça. Les deux mentaient, chacun sa façon. Je suis parti en Algérie, il y a quelqu'un, il m'a mis un flingue sur la tête, sur la tempe. Se considérer comme responsable de sa situation. Tu ne peux pas accuser les autres parce que tu ne pourras pas changer la planète. Le vent est le même pour tout le monde. Tu sais, je vais te dire la vérité. Ma fille ne me prend pas au sérieux. Aldo, Bonjour. ça va? Ouais, ça marche. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir sur la chaîne. Ah bah moi aussi ça me fait très plaisir d'être ici sur cette chaîne et puis parler d'un sujet extrêmement passionnant aujourd'hui. Il y aura plein de sujets, même j'ai tellement de questions à te poser. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré sa fille et sa femme avant lui-même. C'est vrai, hein? Ouais. Et puis après, on s'est retrouvés à un dîner où on était Ouais. tous les deux invités. Et puis de fil en aiguille, en discutant, je dis mais putain, mais je connais ta femme et ta fille. Et on avait discuté avec elle parce que t'étais dans la même ta fille était dans la même situation que la fille de Jamo, hein, que vous connaissez là, pour la plupart qui regardent la chaîne. Parce qu'elle aussi, elle vient des États-Unis, mais elle parlait pas français et elle voulait aller à l'école du Nord. Et ta femme avait réussi, vous aviez réussi à la faire rentrer. Ouais. Alors que Jamo, ils avaient refusé. Enfin bref, du coup, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et puis après, grâce aux soirées des Darons du Biz. Exactement. Et là, on s'est rencontrés, on a commencé à parler de ma fille, on a commencé à discuter. Elle m'a dit, mais je connais ta fille. Mais attends, je connais pas. Mais comment? Et en bizarre. fait, effectivement, ouais, parce que voilà, ils se sont rencontrés. Ouais, on allait au restaurant et puis elle a discuté avec ma femme et puis ouais, de fil en aiguille. Alors, voilà. il faut savoir une chose, que l'île Maurice, c'est très petit. C'est petit, c'est petit. Donc, effectivement, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu vas le revoir le lendemain. Moi, je vois les mêmes voitures passer. Des fois, je retiens même les plaques minéralogiques. Je dis, ah tiens, celle-là, je l'ai vue hier. C'est vrai. très petit comme monde ici. Ouais, puis en plus, nous deux, on est dans YouTube, donc on est souvent invités aussi au même podcast, aux mêmes vidéos. Forcément, oui, forcément. Donc voilà, force aussi à Alex et Fabien. Amine, il va vous montrer une technique ancestrale de pêche avec une simple boîte de conserve et un fil de pêche. Ça fait longtemps qu'on devait faire ça. C'est aussi un hommage à quelqu'un d'important pour toi, en tout cas quelqu'un qui t'a marqué. Ouais. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, c'est un peu décousu. Ça sera le après. Moi, ce que j'aimerais... Tout à l'heure, tu m'as dit, les gens, ils me posent des questions, comment je te présente, etc. Moi, j'avais préparé un petit truc. J'aimerais bien le lire et que tu me dises ce que tu en penses. D'accord, on fait comme ça, vas-y. Voilà. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un personnage atypique, connu sous le pseudo Aldostérone. C'est quelqu'un qu'on ne classe pas facilement. D'origine algérienne, Amine, de son vrai nom, a grandi avec un rapport très concret au réel, à la débrouille, à la nature, loin des discours théoriques. Il s'est fait connaître du grand public à travers ses vidéos et ses livres où il analyse l'homme, la société, le pouvoir, les comportements humains. Souvent à contre-courant, toujours sans langue de bois. Mais Aldo, c'est aussi une chaîne YouTube entièrement dédiée à l'aviation où il décortique les accidents aériens à partir de rapports officiels pour comprendre ce qui se passe quand la technologie, l'humain et la prise de décision se rencontrent. Admiré par certains, critiqué par d'autres, il intrigue surtout par une chose, sa capacité à relier des mondes que peu de gens relient. La technique, la psychologie, le réel, le corps. Aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre son parcours, sa vision et ce qui a forgé sa manière de penser. Super, merci, j'adhère. C'est bon, t'adhères? C'est bon, j'adhère, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de dinguerie? Non, il n'y a pas de dinguerie, c'est très bien. Oui, Moi, j'ai beaucoup de questions à te poser. Avec plaisir, bien sûr. Et j'ai même pas mal de vidéos à toi que je n'ai pas regardées parce que je savais qu'on allait faire ce tournage qui est prévu depuis longtemps. Et depuis, je vois les vidéos passer, je me les mets enregistrées à regarder plus tard, tu vois. Et je voulais être totalement frais et te poser les mêmes questions que eux se posent derrière l'écran. D'accord. Aujourd'hui, on va pas juste parler, on va aussi pêcher parce qu'à la base, c'est ce qu'on devait faire. À la base, c'était ça notre projet. Et c'était pas spécialement une vidéo, on devait aller pêcher On ensemble. devait aller pêcher ensemble. Alors on va retracer un petit peu ton parcours, tout le temps en essayant d'apporter ta vision et surtout un recul sur qu'est-ce que ça a pu t'apporter, qu'est-ce que tu as découvert à ce moment-là, etc. Pour revenir sur l'enfance, quand tu repenses à ton enfance, c'est en Algérie ton enfance? Oui, mon enfance c'est en Algérie. J'ai grandi en Algérie. On a déménagé quelques fois. Je suis né à la ville d'Oran, c'est la ville de Cheb Khaled, Ouais. la ville du rail. Donc, Des cabarets. Des cabarets. C'est un petit peu une ville hors du temps. Mais j'ai malheureusement pas profité des cabarets parce que comme je suis parti, j'étais relativement jeune. Ok. Ce qui fait que, mais j'imagine que si j'avais grandi là-bas, je suis sûr que j'aurais Tu aurais trouvé fait un tour au Sheraton. une bande de potes, une Peugeot 404. Voilà. Et on aurait fait les cabarets possiblement. Et c'est quoi la compétence, tu penses, la plus précieuse que tu as pu acquérir en Algérie? Je pense, cette enfance-là. Ouais, de cette enfance,
France, je pense, la capacité de s'adapter à son environnement, très important. S'adapter à l'environnement, être toujours dans le réel. Parce que quand tu as une vie difficile, entre guillemets, je ne vais pas dire que la vie est difficile en Algérie, mais on se comprend, tu as moins de confort qu'en Europe, en tout cas en ces temps-là, tu es obligé d'être carré avec ton environnement. Tu es obligé d'être vrai avec ce qui se passe. Tu n'as pas le droit de te décaler, idéologiquement ou autre. Parce qu'au moment où tu te décales, tu es mort. Donc tu es obligé de rester carré parce qu'il n'y a pas de filet pour ceux qui s'écartent du chemin. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir solide sans avoir connu un minimum de contraintes, de dangers ou de difficultés? Écoute, je pense que ça aide beaucoup. Honnêtement, ça aide beaucoup, mais je ne suis pas en train de suggérer que, par exemple, quelqu'un qui vit en France ne peut pas connaître de difficultés et doit absolument aller en Afrique. Quoique, j'ai des amis qui ont envoyé certains de leurs enfants en Afrique parce qu'ils ont réalisé que ces enfants avaient grandi peut-être sans connaître d'adversité et ils commençaient à mal tourner. Donc on les a envoyés en Afrique pour un petit peu leur faire un grand reset. Okay. Mais parfois, on peut être juste à Paris, dans le 16e, et puis quand on sort de son lit, on a l'Everest qui est devant soi. On a ses difficultés, on a ses problèmes. Les gens, beaucoup de gens ont l'air, tu sais, tu peux regarder la petite nana dans l'RER ou le gars qui a l'air bien BCBG. Il a peut-être perdu ses parents quand il était enfant, il a peut-être connu la maladie, il a connu le divorce, il a connu... Des gens cachent de grosses... Oui, bien sûr. Et ça leur permet par la suite de devenir mature quelque part. C'est ça, il ne faut pas se dire que la difficulté, c'est uniquement soit le manque d'argent, soit des conditions un peu plus rudimentaires, soit moins d'accès à du matériel. C'est pas ça en fait, l'adversité, la difficulté que rencontre un enfant. Oui. Le manque de temps avec ses parents, pour moi, c'est quelque chose qui va avoir bien plus d'effets négatifs que le manque de chaussures neuves. Oui. D'accord, tu vois. Ouais. Et je pense qu'en plus de ça, il y a beaucoup de familles riches dont les enfants souffrent du manque des parents. Et tu le vois souvent, de la détresse. Regarde, je sais pas, tu regardes par exemple les enfants des familles qui sont à Hollywood. Hein, ils sont acteurs, ils sont riches, ils sont célèbres, il y a le jet privé qui est garé là, il y a tout ce qu'ils veulent quelque part sur le plan matériel. Il n'y a rien qui leur manque. Et finalement, des fois, tu regardes, tu vois des détresses psychologiques terribles. Ah oui, je pense même qu'il doit y avoir des statistiques sur les taux de suicide des jeunes qui, à mon avis, doivent être pas spécialement plus faibles pour les riches, tu vois. Exactement. Si ce n'est pas le contraire. Ouais. Et tu penses que les enfants, aujourd'hui, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui leur manque, qu'ils apprennent plus d'une manière générale, pas tous les enfants, tu vois? Écoute, j'ai l'impression, mais alors peut-être, je vais parler peut-être comme un vieux con, mais j'ai l'impression que à notre époque, nous étions plus exposés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont l'air surprotégés. Okay. Je te donne un exemple. J'étais enfant, ça m'est arrivé de faire l'école buissonnière avec des amis pour aller m'accrocher à des trains de marchandises. Il y a le train, il arrive dans un virage, on sait qu'il va ralentir, là, et si on court assez vite, on va pouvoir s'y accrocher. Je l'ai fait. Maintenant, si demain, le prof, là où va ma fille, n'est-ce pas, s'il les prend pour aller s'accrocher dans des trains, s'il leur enseigne ça, je serai le premier à être fâché, d'accord ? Ils sont trop protégés, ils ont une vie qui est plus orientée vers le numérique. Il y a plein d'expériences qu'ils vivent par YouTube, qu'ils vivent par tablette, qu'ils vivent quoi qu'on fasse, c'est leur vie, tu vois. Moi j'ai ma fille, elle a 7 ans, elle prend son téléphone, enfin pas son téléphone, elle prend le mien, celui de sa maman, et elle va dire hey, salut Chatty, elle parle à ChatGPT, et puis elle lui pose des questions pour ses cours ou des trucs comme ça, et il lui répond. Bon, j'ai pas envie de lui enlever. Je sais que certains parents enlèvent, je comprends. Mais je me dis, c'est sa vie, ça fait partie de son univers. Je peux guider ça, mais je ne peux pas l'enlever. Mais je trouve qu'ils sont un peu surprotégés. Moi, je me suis monté dans les arbres, j'ai construit des maisons dans les arbres, on s'est retrouvés aux urgences, on a été blessés, on a escaladé des immeubles et les pompiers sont venus nous sauver. On a fait plein de choses. Je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve que parfois, c'est un petit peu difficile dans le sens où tu veux pas qu'il se fasse mal, tu veux pas qu'il... Mais en même temps, tu te dis oui, mais il faut. Oui. Tu vois, ça arrive. Alors, pas des risques démesurés, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je les pousse même à grimper aux arbres. Je fais attention, j'explique bien. Ouais. Là, regarde, il y a une branche pointue. Si tu trébuches ici, c'est dangereux. Si tu fais ça, c'est dangereux. Mais on va marcher dans les rochers, on va... Et les parents aujourd'hui, que ce soit dans les activités de plein air ou même, j'ai envie de te dire, dans l'hygiène, dans le sens ils cherchent des lieux aseptisés. Oui. Des enfants avec les mains tout le temps propres, le col toujours bien repassé, tu vois, qui ne mettent pas les mains dans la terre, qui sont bien coiffés. Et moi, en fait, ça, je pense que c'est vraiment une faiblesse d'un point de vue santé, parce que je pense aussi que tu t'adaptes et tu te renforces en mettant ton corps à l'épreuve, donc avec les différents pathogènes, etc. Ça revient un petit peu à surprotéger son enfant, ce qui est au final, pour moi, quelque chose de mauvais pour eux, parce que ce soit d'un point de vue santé ou même développement moteur
et psychologique, ils sont en retard. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici à l'île Maurice, c'est parce qu'au Royaume-Uni, effectivement, on a cette culture, ce qu'ils appellent la health and safety, donc la culture de la sécurité, où ils sont obsédés de la sécurité, effectivement, d'hygiène, tout ça. Je dis pas qu'un peu de sécurité, un peu d'hygiène, c'est pas bien. Ouais. On n'a pas envie d'avoir des accidents bêtes tous les 2 jours, non, c'est clair. Mais en même temps, si ma fille s'amuse et que de temps en temps elle chope un petit bleu, ou qu'elle se ramasse, ou qu'elle déchire un pantalon qu'on a acheté il y a 3 jours. Bon, ça contrarie en tant que parent, mais je sais que ça fait partie du développement normal. Là, j'ai fait il y a quelques jours, j'étais dans la piscine. On a une piscine là où je suis. Enfin, les piscines ici à Maurice, c'est normal. Comme on a une baignoire en Europe, on a une piscine ici. Et en fait, j'ai pris mon matériel de plongée pour le tester. Ouais. Donc, bouteille, gilet, t'as tout ça, toi? détendeur, j'ai tout ça. Ah, tu plonges? Oui, je plonge. Donc, j'ai pas encore plongé à Maurice, mais j'ai ramené tout. La bouteille, je l'ai ramenée du club, je l'attache au gilet, tout ça, je jette tout dans la piscine pour tester. Ma fille, elle arrive, prend le détendeur, elle met dans la bouche et elle passe la tête sous l'eau. Elle m'a fini la bouteille. Elle a plongé toute seule. Elle n'a pas mis la bouteille sur son dos, la bouteille flottait. Ouais. Mais elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nageait sous l'eau Trop bien. avec le détendeur jaune là, parce qu'il a le tube un peu plus long, et elle est en train de respirer puis faire le tour de la piscine comme ça. Bon. Et là, je vais la mettre dans un club parce qu'à partir de 8 ans, on peut. Ah, c'est 8 ans. C'est à partir de 8 ans, on peut faire une petite formation pour plonger dans des environnements protégés, donc jusqu'à 2 mètres de profondeur. Trop bien. Mais voilà, je veux l'exposer à ce genre de choses. Je veux qu'elle s'amuse, qu'elle se découvre. Voilà. Ouais, c'est très important. Et pour revenir sur ce que tu disais, la sécurité, moi j'ai été surpris en arrivant ici sur le besoin des gens de se sentir en sécurité dans des résidences. Je t'explique pourquoi. Que ce soit le Royaume-Uni ou la France, en termes de data, de criminalité, c'est plus élevé au nombre d'habitants qu'ici. Oui, c'est vrai. Bien plus élevé. Donc moi, je trouvais bizarre que des Français, je parle pour les immigrés français, les expatriés, recherchent à tout prix cette sécurité-là au sein de résidences, alors que chez eux, en France, ils ne sont pas dans des résidences sécurisées Non. et la criminalité est plus élevée. Et c'était un critère, je sais que moi, à chaque fois, parce que j'ai pris 2 maisons qui n'étaient pas en résidence, coup sur coup, et les gens me disaient, vous n'avez pas peur, c'est pas sécurisé, etc. Bon, en plus du fait que la plupart des cambriolages se font en résidence sécurisée, et au final, ça ne sert pas à grand-chose, tu vois. Sécurisé. Ou dites sécurisé, voilà. Tu vois, moi je trouvais ça un peu chelou. Alors je me suis dit, est-ce que c'est le profil des gens qui viennent ici, qui recherchent vraiment la sécurité, ou alors c'est tout simplement les gens quand ils partent à l'étranger, ils ont une image un peu du tiers-monde, de voilà, on va aller en Afrique, c'est dangereux, tu vois. Oui, il y a cette image-là. Moi, je sais que je suis africain, donc quelque part à l'île Maurice, je me sens chez moi, hein, quoi. Je suis né sur ce continent, j'ai grandi sur ce continent, donc que ce soit à l'île Maurice ou en Afrique du Sud ou en Algérie, quelque part, en Afrique, on a ce sentiment-là d'appartenance, tu vois, quand nos origines sont de là-bas ou nos parents sont de là-bas. Donc là, moi, je suis très content. L'autre jour, j'étais ici, sur cette même plage d'ailleurs. Ils avaient construit un chapiteau, il y avait de la musique, il y avait... C'est trop bien là. Oui, il y On a avait, Montchoisy, il y pour avait ceux qui des gars connaissent. complètement allumés qui étaient en train de faire sauter des pétards, tout ça. Mais c'était franchement magnifique comme ambiance. J'ai adoré. Il faut juste se relaxer, C'est aller ça. vers les gens. Et les Mauriciens sont très accueillants, très sympathiques. Ouais, Hein. ouais. Il y a des cons partout, hein, dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Mais d'une manière générale, je me suis jamais senti pas chez moi ou mal, tu vois, regardé de travers. Et en plus de ça, il y a une chose que aussi je voulais dire, c'est que en vrai, tant que tu parles pas, ici un Mauricien peut pas savoir si tu es Mauricien ou pas. Il n'y a pas de... Ouais, ils sont très différents les uns ouais, des autres. il y a les Mauriciens descendants d'Indiens, donc qui ressemblent à des Indiens. Il y a les Créoles, il y a les Blancs Mauriciens, il y a les Sino-Mauriciens. L'autre jour, j'étais en train de parler avec un gars, blond aux yeux bleus. Ouais. Et puis, bon, moi je dis, tu viens... Avec l'accent mauricien. Oui, l'accent mauricien. Et moi je dis, tu viens d'où? Dans mon sens, tu viens d'où? Je m'attendais à ce qu'il me dise un pays d'Europe. C'est-à-dire Richter. Je me dis, oui, je suis mauricien. Ok, donc en fait, il y a du moment que tu parles pas, effectivement, personne ne sait d'où tu viens en fait. Hein. C'est ça. Et finalement, si tu respectes les gens, et C'est ça. ça se passe très bien, mais voilà. Bon, aujourd'hui, on est venu pour pêcher. La pêche, ça demande de la patience. Ça demande aussi d'être détendu, de ne pas être accro aux sollicitations, des écrans, des images, de tout ce qui nous sort entre guillemets de... De la gratification immédiate. Exactement. Faut attendre. Tu penses que les hommes aujourd'hui ont un problème avec ça? Ah oui, c'est vrai que... D'ailleurs, je vais ramener ma fille à un moment donné pêcher parce que justement, je vois chez elle des tendances liées à cette génération où je veux tout maintenant, tout de suite, sans savoir attendre et sans savoir aussi, des fois que tu rentres bredouille. Des fois, tu viens pêcher, tu fais tous les ça. efforts, tu rentres, t'as rien. Eh ouais. Donc, ça fait partie de l'apprentissage de la vie, c'est la réalité, ça. Et je pense que, tu me diras peut-être que toi c'est pas le cas, mais moi aussi, j'en suis la victime sur certains aspects, je m'en rends compte et j'essaie justement
slow life, tu vois. Et c'est aussi pour ça l'île Maurice. Pareil. Tu vois, ne serait-ce que, je prends juste l'exemple de la musique. À l'époque, on attendait qu'un album sorte. Et quand l'album est sorti, tu le saignais, tu l'écoutais, tu réécoutais. Tu avais différents niveaux de lecture. J'avais pas entendu ça, cette phase, ce truc, ce machin. Aujourd'hui, tu as un abonnement à 9,90 € Spotify. Tu as accès en illimité à toute la musique du monde. Et surtout, il n'y a plus 2-3 ans entre deux albums d'un artiste. Parce que le but, c'est de faire un maximum de chiffres pendant que la hype est là, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis victime de ça également. Je te donne juste un exemple tout bête. J'ai un iPhone. Chaque fois, je renouvelle. Bon, pas toutes les quelques années, je renouvelle. Je prends un peu plus de stockage. Tu sais combien de milliers de photos j'ai dans l'iPhone que je regarde jamais? Des anniversaires, des occasions, des voyages, tout ça. Prends des photos. Alors qu'avant qu'on la photographie était un peu plus, on l'apprécie plus. Parce qu'avant, tu avais une pellicule de 36 poses ou de 24 ou autre, mais chaque photo comptait. Tu avais ça dans un album, les gens regardaient. On avait cette possibilité. Mais aujourd'hui, on a accès, bon, voilà, je prends une photo, je sais que je ne vais regarder probablement jamais de ma vie. Mais je vais payer le stockage quand même, le iCloud. Tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les étés, on achète ça existe encore, les appareils photo jetables. Ah oui, oui. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en plus de ça, tu as la surprise. Parce que tu ne te souviens pas, 6 mois plus tard, j'avais pris quoi comme photo. Et puis, en fait, tu as aussi le one shot. Oui. Tu as appuyé dessus, ça a pris la photo, quoi. Tu as gâché une photo, tu vois. Ça se vend toujours? Ouais, ça se vend toujours. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, je vais tenter ça. Ouais. Je vais tenter ça. On les appréciera mieux, je pense. Est-ce que tu penses que vivre trop coupé de la nature, ça rend plus fragile psychologiquement? Ouais. Je pense que quand nous sommes dans des villes, moi je suis né dans une ville, d'accord? Je suis pas né dans une ferme, je suis né dans une ville. J'ai réalisé l'effet néfaste que ça peut causer, déconnecté de la nature. En fait, on est déconnecté de la nature, après on est déconnecté des autres, on est déconnecté de soi. Tu sais, tu peux vivre par exemple au Royaume-Uni, t'as le petit vieux qui sort de chez lui. Et puis avant, il pouvait au moins aller, quand il allait acheter, je sais pas moi, quelque chose au supermarché, il pouvait au moins avoir un petit échange avec la caissière, hein, le caissier, dire 2-3 mots, comment ça va, machin. Caisse automatique. Caisse automatique, veuillez scanner, machin. Et tu vois qu'on est dans un environnement de plus en plus déshumanisé en ville, qui est fait pour enlever complètement les connexions. Qui est fait, tu dis, pour enlever les connexions? Tu penses que c'est volontaire? C'est peut-être volontaire, c'est peut-être inconscient, mais tu réalises que tu peux vivre dans une ville pendant 2 semaines sans avoir besoin d'échanger avec qui que ce soit. Tu peux même commander, moi ça m'est arrivé, hein, je ne suis pas mieux qu'un autre, hein, ça m'est arrivé de commander sur l'application, tu cliques et tu postes, laisser devant la porte. Juste parce que tu t'habitues à ne plus parler à qui que ce soit. Et après, tu as ta bouffe qui est là, qui est chaude et tout, mais les personnes qui te l'ont livré, qui l'ont préparé, tu leur parles même pas, tu sais même pas qui c'est. Tout devient anonymisé, tu vois. Après, tu vas au supermarché à côté, tu ramènes un pack d'eau, tu payes la caisse électronique, tu arrives chez toi. Ouais, ça fait, tu badges, tu as un badge pour rentrer dans le hall de l'immeuble, ça bip, tu rentres, tout ça. Et tu réalises que, après, tu vas sur Twitter, tu balances un tweet, les gens te répondent, et c'est peut-être les seuls humains auxquels tu as parlé ce jour-là. Et tu les as pas vus. Tu les as pas vus, ils sont pas là devant toi. C'est pour ça qu'on a l'île Maurice aussi. Hein. C'est vrai. On a besoin. J'allais encore rebondir là-dessus. Après, je me suis dit, ouais, les gens ils vont penser que je suis payé par le ministère du Tourisme. Pas payé du tout par le ministère du Tourisme. Non. Mais on apprécie vraiment. Parce que regarde, on est libre d'aller où on veut. Si on n'aimait pas l'île Maurice, est-ce qu'on serait là? Non. On a choisi d'être là. Personne ne nous force d'être ici. Et surtout, on a choisi de ne pas se plaindre d'un endroit où on est sans en bouger, tu vois. Oui. Pour moi, c'est très important, tu vois, à partir d'un moment où si tu as la possibilité, et la possibilité, bah, bien sûr, il faut se la créer aussi, hein. En tout cas, la vie ou les conditions dans lesquelles tu vas pouvoir t'expatrier, parfois, ça peut prendre du temps. C'est pas la solution pour tout le monde. Non. Ça ne convient pas à tout le monde. Peut-être même que cette île, il y a plein de gens qui s'y sentiraient pas bien. Moi, pour avoir discuté pas mal de fois avec toi, je vois que tu t'y sens bien. Je vois même la différence entre, je t'ai rencontré, tu es arrivé depuis pas longtemps. 6-7 mois maintenant. Tu es là depuis 6-7 mois? Ouais, puis nous, on s'est déjà rencontrés il y a déjà plusieurs mois, donc tu ouais. es arrivé il n'y a pas très longtemps. Ben, je note un changement. Pas que quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, il est pas en forme ou il est pas heureux, mais je te trouve lumineux, tu vois, depuis... Tu peux relaxer. Ouais, relaxé. Zen, détendu, souriant. Et en plus de ça, alors peut-être que c'est une image que je me faisais parce que ta femme disait non, il n'a pas pu venir là aujourd'hui parce qu'il avait beaucoup de travail, il était beaucoup pris. Et donc moi, je m'étais fait aussi une image, tu vois, d'un gars dans le taf à fond, il fait que ça, tu vois. Non, j'ai des phases quand j'écris. Quand j'écris des livres, je démarre et puis il peut m'arriver des fois où je veux parler à personne, je suis juste en train d'écrire. Ça peut prendre 12 heures par jour, pendant des jours et des jours. Et puis... C'est un plaisir pour toi? Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir, mais je suis dedans. Des fois, je suis habité complètement par le livre. Et le dernier livre, c'est quoi le dernier livre que tu as sorti? Alors, le dernier livre qui va sortir, je n'ai pas parlé encore. Personne ne sait. Oh. Alors, je vais te le dire.
Tu sais que l'année dernière, je suis parti à travers l'Atlantique. Je suis parti de Southampton, je suis parti aux États-Unis. Et en fait, sur ce bateau, j'ai commencé à écrire un livre que j'ai fini récemment sur l'île Maurice, sur le Titan. Tu sais, ce sous-marin qui s'est broyé Sous la pression? sous la pression il y a quelques années. Il y a 5 gars, des riches, qui sont partis dedans. 250 000 $ le billet. Ils sont montés dans le sous-marin submersible. Ils sont partis vers le Titanic. Et bam, ils ont été écrasés. 3400. Ah, le but c'était d'aller explorer ils le voulaient Titanic. aller vers le Titanic à la base, ils voulaient pas mourir. Mais bon, ouais, c'est sans... Alors, j'ai écrit un livre sur ça parce que je trouve ça très intéressant. Ok. Pour réfléchir, le processus de décision. Et le dernier qui est sorti? Bien sûr, dernier. je vous mets tout en description. La mission Apollo. Ok. Un livre très controversé qui n'a pas fait que des amis. Ouais. Mais c'est un livre où je remets en cause la réalité des missions Apollo, Ok. telles qu'on les a racontées. Ok. Ça signifie, je considère que l'establishment américain a menti. Pas sur tout, bien sûr, mais ils ont menti sur Pour certains gagner la aspects. guerre de. La guerre de l'information, la guerre de la propagande contre l'URSS. L'URSS mentait aussi. Hein. Je ne suis Ouais. pas en train de dire les Américains mentaient et l'URSS disait la vérité. C'est pas Ok. ça. Les deux mentaient, chacun sa façon. Et les Américains, je pense qu'ils ont glorifié un certain nombre de choses. Ils ont exagéré un certain nombre de réalisations. Et bien sûr, ça se voit. Il y a des traces jusqu'à maintenant qui permettent de le détecter. Moi, j'ai écrit un livre. Il y a des gens qui l'ont pas lu qui me critiquent. Et Tu d'autres vois, qui l'ont notamment lu. la vidéo que tu as fait avec les darons du Biz, sur ce je sujet. ne l'ai pas regardé justement parce Ouais. que je voulais qu'on en discute, tu vois. D'accord. Enfin, qu'on en discute. Pas spécialement, c'est pas le sujet Bien sûr, c'est pas le d'aujourd'hui, tu sujet vois. d'aujourd'hui, c'est clair. Mais juste pour. Ok, on a ton point de vue là-dessus. J'irai regarder maintenant la vidéo. Ouais. Est-ce que tu te considères complotiste? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi je crois pas au petit bonhomme vert. Ouais. Je crois pas que la Terre est plate. Ok. Mais moi je crois que les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Et c'est quoi pour toi un complotiste? Pour moi, un complotiste, c'est une étiquette infamante qui fait partie de l'arsenal du terrorisme intellectuel Ouais. qu'on met sur des gens qu'on a envie de faire taire. Donc au Ok. lieu de rentrer dans leur argumentaire, on va leur dire « toi tu es complotiste ». Mais non, il faut savoir que la civilisation occidentale, européenne, était construite sur le scepticisme. Quand on étudie la philosophie grecque, on parle de scepticisme. Et qui est pour moi un synonyme de complotiste. Hein. Voilà, le problème, c'est que le scepticisme, c'est là où se fonde la méthode scientifique. La méthode scientifique est basée sur le scepticisme, pas sur la croyance aveugle. Et d'ailleurs, on dit une étude revue par des pairs. Pourquoi revue par des pairs? Parce que les pairs la regardent avec scepticisme, pas avec complotisme. Avec scepticisme, ils refont les expériences, ils refont les calculs, ils vérifient si les chiffres collent. C'est normal, ça fait partie de la science, ça. C'est comme ça qu'on évolue. Et donc, moi, oui, je fais partie de la tradition du scepticisme grec. Mais complotiste, non. Complotiste, c'est juste une étiquette. En fait, c'est une étiquette qui vise à mettre tous les gens qui se posent des questions Ouais. dans le même sac. Donc en gros, si par exemple tu dis, on va prendre ton exemple, que la mission en gros a été truquée ou alors que les dates d'arrivée sur la Lune ou alors qu'on l'a jamais fait, etc. Ça veut dire aussi que tu penses que la Terre est plate et aussi Ouais. que on est gouverné par des reptiliens ouais. et Non. que... Non, voilà, c'est ça en fait. C'est ce qu'on appelle du dénigrement par association. C'est une technique rhétorique, de mauvaise foi d'ailleurs. Quelqu'un dit quelque chose, je n'ai pas d'argument contre lui, par contre ce que je vais faire, je vais tout de suite l'associer. Je vais dire, ah tu crois que la Terre est plate? Donc lui, ce que je veux moi idéalement, cyniquement, j'aimerais qu'il commence à se défendre contre l'accusation de Terre est plate. Et j'ai réussi quoi? J'ai réussi à l'éloigner de son sujet. Donc maintenant au lieu de parler de son sujet, il est en train de parler de la Terre qui est plate. Voilà, en fait, c'est des techniques très utilisées dans les plateaux de télévision pour les observer. Il suffit d'allumer son média habituel, regarder une émission et vous allez voir ce genre de technique utilisée. Tout à l'heure dans l'intro, j'ai parlé d'arts martiaux parce que j'ai trouvé ça sur toi. Est-ce que c'est vrai? T'as fait des arts martiaux? J'ai fait un peu de nunchaku, Ok. j'ai fait un peu de sai. C'est quoi? Alors, c'est des sortes d'armes blanches pointues Ok. qui ressemblent à, imagine une fourchette avec trois dents. Trident. 2 dents qui sont courtes et celle du milieu qui est longue. Ah ouais, d'accord. Et avec une Pour poignée. bien embrocher quoi. Pour bien embrocher, je me rappelle quand on allait camper dans des endroits qui étaient un peu dangereux. Et en fait, le sai était, c'est en Algérie, pas ici, c'est en Algérie. Et le sai était un outil de défense très intéressant parce que quand tu es sur de la mer comme ça, là on est au bord de la mer, et bien ce qu'on faisait c'est que le sai était enterré sur une couche d'1 centimètre de sable. Donc tu as le sai, donc le gars s'approche de nous pour nous agresser. Ce qu'il ne réalise pas c'est que ma main est nue, mais on peut faire ça et on a déjà un sai, tu vois. Et ça faisait partie des choses que j'ai faites. Ouais. J'avais un ami, très bon ami, qui était à Mostaganem, qui était instructeur de karaté. Je ne sais plus combien il était, 2e dan ou 3e dan. Il était très bien comme gars. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a jamais testé ses limites physiques peut réellement se connaître? Je pense qu'on a besoin de les tester, soit soi-même, soit des fois la nature nous teste.
Ouais. Alors quand la nature nous teste, c'est vrai qu'on se découvre, on découvre quelque chose de nouveau. C'est des limites, ça peut être des limites psychologiques, ça peut être des limites physiques. C'est assez, je sais pas, moi durant la décennie noire en Algérie, je suis parti en Algérie, il y a quelqu'un, il m'a mis un flingue sur la tête, sur la tempe. Je réagis comment? Tu réagis comment à ça? Tu sais pas, tant que ça t'arrive pas, tu vois. Et du coup, tu as réagi comment? Aucune réaction, j'étais froid à l'intérieur. Aujourd'hui, si tu me poses la question, je pense que je serais terrorisé, j'aurais peur. C'est ce que je pense. Mais sur le moment, comme si ça n'avait strictement aucune importance qu'il appuie sur la gâchette ou pas. Ok. Sur l'instant. Vraiment. Alors plus tard, on se pose la question, on se dit oui, est-ce qu'il aurait pu le faire? Est-ce que on a une peur rétrospective. Ouais. Mais sur l'instant, non. Pour l'instant, rien. Alors j'ai eu une situation où je me suis fait braquer aussi, mais c'était dans une grosse bagarre et j'ai eu un réflexe de mettre un coup dedans, tu vois. Ouais. Le gars, j'ai pas eu peur aussi, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, Ouais. mais ce que tu dis par contre, c'est vrai. C'est derrière la rétrospective de te faire si c'était pas si ça, et si j'avais fait ça, et si ça, et si ça, et si ça. Là, tu te refais le film et ça peut même te traumatiser a posteriori. Oui, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais je comprends que les gens puissent des fois, par certaines histoires, être traumatisés a posteriori. C'est surtout quand ils échappent à quelque chose. Ils échappent parce que le cerveau humain, si tu veux, a besoin d'histoires qui commencent, milieu et une fin. Alors une histoire où tu réchappes, elle n'a pas la fin. Donc le cerveau se dit mais il n'y a pas de fin ici, bon je vais refaire le film et je vais lui créer plusieurs fins. Et il va t'alimenter avec des fins différentes. Il aurait pu tirer, il aurait pu te blesser, il aurait pu te tuer, il aurait pu. Alors qu'en fait, parce que l'histoire s'arrête net. Imagine au cinéma, on te fait une scène comme ça, un film, puis après on dit bon mesdames et messieurs c'est terminé, il n'y a pas la fin, rentrez chez vous. Les gens vont aller au café à côté, ils vont commencer à refaire le film. Ah ben on le refait quand c'est le film de notre vie. C'est vrai. Pourquoi, selon toi, le corps est souvent absent des discours intellectuels modernes? Toi qui t'es revendiqué tout à l'heure du scepticisme grec. Ouais. Les Grecs avaient cette dimension, le corps et l'esprit. Oui. Pourquoi aujourd'hui on a perdu un peu cette dimension? Selon toi, est-ce qu'on l'a perdu? Et si oui, pourquoi? Écoute, je suis fautif. Donc là, je vais dire mea culpa. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème c'est que regarde, je lis beaucoup, je travaille beaucoup à un bureau, j'écris. J'ai travaillé des années dans un bureau, devant un ordinateur, je codais, je développais, j'écrivais des emails, je gérais des serveurs. Tu réalises tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure exige zéro force physique. Ça se passe juste sur un clavier comme ça, avec les mains. Ton corps, lui, et effectivement, le corps, avec le temps, il est l'oublié, il devient le parent pauvre dans l'histoire. Et ça, je trouve c'est grave. J'en ai conscience. Personnellement, et je tente de faire quelque chose. Là, depuis la rentrée, non? Oui. Tu fais du sport? Je fais un peu de sport, oui, je fais un peu de sport. J'ai pris un coach. Un coach. Ouais, tu m'as dit. Ouais. Mais c'est comment ça a fini avec le coach? Mal? Ouais. C'est vrai? Ouais. Et en fait, je suis sorti une fois, je sors de cette séance, je me retrouve à quatre pattes entre les voitures en train de vomir. Oh. J'avais été poussé trop loin. Ok. J'en pouvais plus. Ouais. J'en pouvais plus. C'est un entraînement de type militaire. Je me suis fait mal au dos aussi parce que j'ai une fragilité au lombaire. Bon, ça va, j'ai pas mal au dos, là je te parle. Mais je dois faire attention et j'ai pas fait attention. J'avais un ballon que je devais soulever de 5 kg, que je devais soulever très haut et le jeter par terre, frapper par terre. Et ce qui s'est passé, c'est que fatigué, je commençais à me pencher. Au lieu de plier mes genoux et le ramasser en gardant le dos droit, eh bien je commençais à me pencher. Oui, sur un mouvement balistique, c'est la dernière chose à faire. Exactement. Et lui, bon, je suis pas en train de le jeter sous le bus, c'est pas ça. Mais il aurait dû m'arrêter dans ma lancée et me dire attends, tu fais le faux geste. Parce que c'est quand même, il était là pour ça, pour me dire attention, ton geste est faux. Et lui, il n'a rien dit. Et donc moi, j'ai fait, je sais pas moi, une vingtaine de cycles ou 25 cycles comme ça, en me penchant. J'arrive à la maison, je pouvais plus bouger. J'étais handicapé complètement de mes lombaires pendant 3 semaines. Je me suis dit, allez, bon, j'arrête, c'est pas pour moi, mais je dois me remettre. Je sais que je dois me remettre. Ok. Ouais. On va en discuter après. Ok, maintenant j'aimerais qu'on parle de responsabilité VS victimisation. Nous, c'est un petit peu le thème ici sur la chaîne Alex CPJ. On aime bien mettre les gens face à leurs responsabilités, ne pas chercher des excuses ou à se victimiser. Ouais. On est là pour les gens qui cherchent des solutions, qui veulent se reprendre en main et qui savent qu'il faut fournir des efforts pour ça. Du coup, pour toi, à partir de quand on devient vraiment responsable de sa situation? Tu sais, regarde, je donne un exemple. J'ai un ami, il est feuge, il revient à l'école, il avait 15-16 ans, il revient à l'école, il dit à sa maman, tu sais, mes camarades à l'école, ils sont antisémites. Il se prend une baffe direct. Ça, c'est une vraie histoire. Une vraie histoire, ah oui, c'est qui me l'a raconté. Il a pris une baffe. Et en fait, l'idée de la baffe, pourquoi? C'était que plus tard, il lui expliquait, 10 ou 15 ans plus tard, il lui expliquait. C'était pas qu'elle ne croyait pas qu'ils étaient antisémites, mais n'utilise pas cet argument. Lutte, bats, fais ce que tu veux.
Tu ne peux pas accuser les autres parce que tu ne peux pas changer les autres. La responsabilité ne sera jamais dans les autres. Tu ne peux pas dire j'ai échoué parce qu'ils ne m'aiment pas, parce qu'ils me détestent, parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont méchants, parce que. C'est peut-être vrai, je ne dis pas que c'est pas vrai. Donc je ne suis pas en train de te dire non, tu n'es pas victime, tu mens. C'est pas ça, c'est un peu plus subtil que ça. Tu as peut-être raison dans ce que tu dis. Ça t'aidera pas Mais de ça t'aidera, de te ça cacher t'emmènera derrière ça. nulle part. Ça t'emmènera nulle part. Tu dois te battre malgré ça. C'est la différence. Donc je pense que on est responsable. Alors bien sûr, si quelqu'un, je sais pas, on a été injuste avec toi, on t'a agressé, bon, viens, on pleure ensemble. Il n'y a pas de souci, viens, je te comprends et on pleure ensemble. Mais ça nous emmènera où ça? Nulle part. Donc il faut se considérer comme responsable de sa situation. Ce n'est pas nécessairement la responsabilité morale. Si on m'a agressé, ce n'est pas moi qui suis en tant que victime moralement responsable de l'agression. C'est l'agresseur qui m'a agressé. Oui, c'est vrai tout ça. Mais ça ne m'aidera pas ce discours. Ça ne m'emmènera nulle part, mis à part pleurnicher avec des amis. Mais si je prends le contrôle, je veux devenir plus fort. Je veux faire attention là où je vais. Si la loi me permet, je suis aux États-Unis par exemple, si la loi me permet de me protéger par des armes, je vais être armé, des choses comme ça. Donc je vais contrôler ma situation, je vais reprendre le dessus. Et ça partout, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle, tu ne peux pas accuser les autres parce que tu ne pourras pas changer la planète. Elle est ce qu'elle est et tu dois dealer avec. C'est comme ça. Et pour toi, pourquoi ce discours justement de victimisation il est aussi séduisant aujourd'hui? Ah bah parce que c'est génial, parce que c'est bien, parce que c'est rassurant. Oh, regarde, moi au lieu d'agir, au lieu de vouloir régler mes problèmes, au lieu de travailler, de galérer, de me réveiller le matin, tout ça, c'est pas de ma faute. Tout le monde me déteste, le prof m'aime pas, tu vois, l'examen est trop difficile, j'étais malade. Tu sais, mes parents quand j'étais enfant, ils n'ont pas été gentils avec moi, c'est pas vrai, mais tu comprends. Je veux dire, je peux sortir 15 000 arguments qui font que je reste à la maison, je regarde Netflix. Je peux faire ça. Alors tu vois, c'est très confortable, c'est douillet, c'est bien la victimisation. Chacun a envie de sa carte de victimisation. Moi aussi je suis victime. Ben voilà, je suis victime. C'est ça. Quand tu utilises toujours ça, toutes ces excuses, cette victimisation, pour justifier le fait que tu ne fais rien, tu restes dans ta zone de confort, qui est une zone dans laquelle rien ne se passe. Aucun changement. C'est clair, t'es mort là-dedans, t'es fini. Donc si c'est une vie, je pense pas que... Enfin, pour moi, tous les humains, je ne pense pas que ça corresponde à qui que ce soit. Il y a des gens qui veulent s'en persuader. Mais dans tous les cas, le fait de se victimiser vous laisse au point où vous êtes en fait. Oui. On n'avance pas d'un pas, donc ça sert à rien comme il disait. J'ai bien aimé en tout cas, tu peux pas changer le monde, mais tu peux changer toi-même. Tu peux changer toi-même. Et rappelle-toi, tu sais quand tu as par exemple une course, tu sais les courses Vendée Globe par exemple, ils partent faire le tour du monde à la voile, il faut se rappeler une chose, le vent est le même pour tout le monde. Il n'y a pas des vents différents pour chacun. Ah ben, il y a un voilier qui démate, il y en a un qui se renverse et il y en a un qui arrive le premier. Avec le même vent, les mêmes vagues, même océan. C'est vrai. Donc, dans la vie, l'adversité, chacun prend des baffes, chacun peut tomber malade, chacun peut avoir des gens qui ne l'aiment pas ou des gens qui l'agressent ou qui l'attaquent ou mauvaise chance. Oui, ça c'est vrai, ça c'est le vent. Mais il faut savoir comment orienter ta voile à partir de là. Tu sais, dans la musculation, les gens se cachent souvent aussi derrière la génétique. Oh. Tu vois? Alors, moi j'ai telle génétique, moi j'ai telle génétique, moi le problème c'est ci, mais ça. Alors, moi ce que j'aime bien dire, c'est que, ok, t'as les bras longs, ok, t'es maigre, ok, t'as du ventre, ok. Est-ce que tu peux changer quelque chose à cette génétique? Non. Mais est-ce qu'avec cette génétique, tu peux faire du mieux possible et avoir le meilleur physique possible en s'adaptant à tes contraintes? Parce qu'on en a tous. Tu vois, PJ, il aime bien dire souvent qu'il aurait rêvé faire 2m10, être noir américain pour finir en NBA. Malheureusement, la loterie de la vie, la génétique a fait que... Et pour autant, ça a été un bon joueur de basket, il a kiffé faire ça et il est allé vers quelque chose qui lui correspondait mieux. Il était lucide, entre guillemets, sur ses capacités génétiques, mais en aucun cas, il s'est senti limité. Il était aussi très fin de base. Moi aussi, tu vois, on n'était pas balèze. Moi, souvent, les gens me disent « golden génétique ». Alors, c'est flatteur, parce que ça veut dire qu'en gros, tu es né avec les bonnes cartes en main. Que tu as une paire d'as, tu vois, et tu es arrivé au jeu, t'as pas fait grand chose. En gros, pour moi, ça revient au même. En gros, c'est pour se justifier de ne pas y arriver ou de ne pas atteindre un niveau physique acceptable en disant ouais, mais moi je suis pas né avec les bonnes cartes en main, tu vois. Bon, moi, je peux te dire tout de suite, hein, pour moi, c'est pas une question de génétique. Je te parle de moi, là, je te parle de moi. C'est pas une question de génétique. C'est, je sais que je suis pas fit et c'est 100% de ma faute. C'est pas la faute à la génétique, c'est la faute à personne, c'est la faute à moi. Le jour où je me lève, je me prends en charge. Et là, comme je t'ai dit, j'ai voulu me prendre en charge, j'ai voulu me faire aider, mais bon, ça a fait un flop. C'est pas la fin du monde, je reprendrai. Mais non, il faut dire c'est de ma faute. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est de ma faute. On ne meurt pas. Parce qu'une fois que tu admets la faute, là tu peux avancer. Là tu es ok, on avance maintenant. C'est ma faute à moi. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour changer ça? Donc tu as parlé de justement ta volonté de te reprendre en main physiquement et de bosser sur ta condition physique. Tu as aussi parlé dans une vidéo un peu plus à cœur ouvert d'une certaine addiction que tu avais. Ouais.
J'ai pas encore une fois regardé la vidéo pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Addiction, si tu veux, je considérais que je mangeais trop de sucre. Je consommais trop de sucre, qui devenait parfois même mon alimentation principale. Ok. Parce que, voilà, je suis en train de bosser sur un chapitre, là j'ai 1000 idées dans ma tête. Tu passes à la boulangerie vite fait. Je passe à la boulangerie vite fait, je vais au frigo, je veux une canette de coca, je suis en train de la boire en réfléchissant. Tu vois, donc je consomme du sucre, la rapide, c'est bien. Une demi-heure plus tard, mon cerveau commence... Bam, tu remets un petit coup. Un petit coup, soit une autre canette, soit du chocolat, soit une barre chocolatée, tout ça. D'ailleurs, viennent même des moments où je suis tellement absorbé dans mon livre, quand ma femme me parle d'un truc, et elle le sait, elle me connaît bien, je dis, parle-moi comme un enfant de 5 ans. Juste comme un enfant de 5 ans. Dis-moi qui tu es, ce que tu veux, quelle heure il est, quel jour. Juste les bases, donne-moi les bases. Pourquoi? Parce que ma tête est tellement saturée parce que je suis en train d'écrire, j'ai plus de ressources mentales pour, je sais pas moi. Genre, tu utilises tous les... oui, genre le jardinier n'est pas venu aujourd'hui, dès qu'il veut venir demain, je ne parle pas de jardinier, c'est possible. Dis oui, whatever, oui, il vient pas. C'est ça, donc c'est vrai que mentalement, quand tu vis mentalement comme ça par moment, l'addiction est juste derrière à côté. C'est pour ça que j'ai jamais touché aux drogues, jamais touché à la cigarette, des choses comme ça. Pourquoi jamais touché aux drogues? C'est pas parce que je suis plus fort que les autres, c'est parce que je suis plus faible que les autres. Ah, et tu le sais. Je le sais, je suis un bon client moi, je suis un bon candidat. Moi je commence, j'arrête pas. Et je le sais. Et c'est pour ça que zéro, rien, même pas tenté. Parce que voilà, tu vois, c'est reconnaître sa faiblesse. Hein. C'est vrai, on dit ma faute, quand je dis c'est de ma faute. C'est aussi reconnaître sa propre faiblesse, reconnaître ses limites, placer les bonnes barrières, important. Super. Alors nous, tu sais, on est dans un, entre guillemets, on essaye de nous mettre une étiquette parfois avec PJ de masculiniste parce que c'est un peu la mode. Alors que nous, on veut juste, enfin entre guillemets, donner des conseils, aider les hommes à être épanouis en tant qu'hommes. Parce qu'on est des hommes, parce qu'on a eu un certain parcours qui nous a amené à justement connaître cet épanouissement-là, cette quiétude, ce plaisir de se sentir homme et tout simplement de kiffer, tu vois. Et pour nous, ça passe par des skills qu'un homme, entre guillemets, a, qu'il a hérité de sa génétique. Et pour ça, souvent, on est classé, tu vois, dans le masculinisme entre... Je ne sais pas si ça se dit toxique, tu vois. Oui, ce qu'on utilise souvent. Ouais. Ce qu'on utilise souvent, alors qu'on ne place à aucun moment l'homme au-dessus ou en dessous de la femme, ça n'a rien à voir. On lui donne juste, entre guillemets, des besoins et des envies propres à lui-même, tu vois, qui sont juste normal, hormonal, génétique, tout ce qu'on veut, lié à des centaines de milliers d'années d'évolution. Et pourquoi j'ai dit ça, moi? Ah oui, quand on parle d'homme solide, ça ne veut pas dire, tu vois, le gros dur, ultra musclé. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec une condition physique ou une certaine force ou une certaine posture de dominance. En aucun cas, tu vois. Donc, pour toi, c'est quoi un homme solide? C'est quoi, toi, ta définition d'un homme solide, d'un homme épanoui? Écoute, je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est la solidité. Il y a plusieurs types de solidité. Tu peux dire solidité mentale, sortir du stress, sortir de l'anxiété, sortir de la dépression. Ça, c'est très intéressant parce que la plupart des gens vont imaginer, ok, résilience, ne pas lâcher, etc. Mais il y a aussi, tu vois, cet aspect-là que toi tu dis, savoir relâcher, savoir se contrôler, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc il y a ça. On a de la résilience sur le plan, la force physique. Être en bonne santé physique, c'est très important parce que tu ne seras jamais épanoui si tu as détruit ton corps et que tu es tout le temps malade et des maladies chroniques et des médicaments et que tu cours les laboratoires et les médecins et les... Ok, des fois tu n'as pas le choix. Et même avant ça, tu subis, tu as moins de force, tu as moins la forme, tu as moins d'énergie. Tu parlais tout à l'heure, la canette de coca, le pic d'insuline, le crash derrière, etc. Ça, bien sûr, ça a un impact sur ta forme physique, mais aussi ta clarté mentale. Ouais. Ok. Alors, même si ça ne veut pas dire que les gars qui mangent des Mars ou qui boivent du coca sont complètement teubés. Parce qu'on part aussi avec... Non, on n'est pas extrémiste. On juste dit, c'est pas bien pour ta santé, c'est pas bien comme rythme. De temps en temps, si tu as envie d'ouvrir une canette, ouvrir une canette. Mais si tu vis de ça, il y a un problème. Voilà. Sur le long terme, ça va te détruire, c'est tout. C'est reconnu même médicalement. On n'est pas en train d'inventer. Mais il y a aussi d'autres types de force. Tu as la force financière, par exemple, très important dans notre monde aujourd'hui. Ça se construit. Tu dois te construire une solidité professionnelle, une solidité financière. Alors, quand je dis solidité financière, je ne suis pas en train de dire, deviens millionnaire, c'est pas ça du tout. Développe des skills, apprends des choses qui
font que tu es créatif dans la société, qui te permettent de bien gagner ta vie. Gère ton argent convenablement, ne sois pas flambeur, ne vis pas au-dessus de tes moyens. Tout ça, c'est de la gestion. Deviens gestionnaire, c'est important. Des choses comme ça, il y a plein de forces, si tu veux, qu'on peut identifier. Et c'est le tout. Après, construire une famille solide, c'est très important aussi. Au lieu de sortir, je vais être très gentil, je vais être très modéré dans mon propos, mais je pense pire que ce que je suis en train de dire. Ne sors pas avec n'importe qui. Hein. Trouve-toi une nana bien, qui a les mêmes valeurs que toi, qui peut t'accompagner, avec laquelle tu peux faire du chemin dans la vie, tu peux compter sur elle, peut compter sur toi. Vous pouvez faire des enfants et les élever dans des valeurs partagées. Je pense que le choix du partenaire est très important pour la stabilité, la solidité, le bien-être, etc. Donc trouver quelqu'un qui te correspond. Si tu veux, c'est un édifice, je suis en train juste de donner des piliers. C'est un édifice avec beaucoup de piliers. On peut parler 10 heures, on trouvera peut-être 100 piliers différents. Et c'est quoi pour toi le pilier de la qualité masculine qui est le plus sous-estimé? Je dirais que c'est la force mentale aujourd'hui. C'est la force mentale, la solidité mentale. Pouvoir passer des épreuves dans le vent, dans le danger, dans la crise. Être celui qui est debout, qui est froid, qui regarde. Stoïque. Ça, je pense, c'est sous-évalué parce qu'aujourd'hui, on a des gens, des hommes, des femmes qui ont tendance à paniquer, à flipper, tout ça. Autant je pardonne à une femme qui flippe, même si beaucoup de femmes que je connais qui flippent pas. Hein. Ma propre femme est extrêmement solide, même si des fois elle me dit toi l'homme. Là, genre, on est le soir, on entend un bruit dehors. Bon, va voir ce que c'est. Va voir ce que c'est. Bon, elle me dit c'est toi l'homme, quoi. Je veux dire, c'est ton travail. Ouais. Bon, c'est moi qui vais sortir, c'est pas grave. Ou bien, elle monte en courant, en criant, il y a un cafard dans la cuisine, il y a un cafard dans la cuisine. Je lui dis, pourquoi c'est moi? C'est toi l'homme. Va débrouille-toi avec lui. Enfin, moi j'arrive et il est où le cafard? Il est planqué quelque part. Ouais, c'est pareil avec les araignées. Selon toi, c'est quoi le vrai rôle d'un père? Un père? Waouh! Tu sais, je suis père, c'est très dur. C'est très très dur. Tu sais, je vais te dire la vérité. Ma fille ne me prend pas au sérieux. Elle te prend pas au sérieux? Non. Dans quel sens? Dans quel sens? Je me suis arrangé depuis sa naissance pour passer devant elle pour quelqu'un qui fait des conneries sans arrêt. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'elle m'idéalise, qu'elle imagine que le père, c'est la figure du père, le gars parfait, le phare là au milieu. Et ses décisions sont indiscutables. Enfin, moi, je fais 15 conneries par jour devant elle, sans arrêt, elle passe son temps à me corriger. Parce que je veux qu'elle ait une rébellion contre l'autorité. Je veux qu'elle ne respecte pas l'autorité. Je veux qu'elle mette en doute, je veux qu'elle soit révolutionnaire. Ça commence par le père. Une fois que tu, entre guillemets, si j'utilise le terme nietzschéen, il faut que tu tues ton père, à ce moment-là, tu n'as plus de limites. Et voilà, et donc c'est ce que je fais avec elle, je suis là. Tu lui montres tes failles. Je lui montre mes failles. Et elle dit, mais papa, mais je t'ai dit 1000 fois je t'ai expliqué. Ah oui, mais je suis oublié, tu m'as dit, redis-moi encore. L'autre jour, elle m'a dit, toi quand tu étais petit, tes parents t'ont emmené à l'école ou pas? Tellement, Alors, je suis l'anti-père. Voilà, je vais te dire la vérité, je suis l'anti-père. Ok, et ça a été volontaire, pensé, ça a été volontaire, pensé. Alors c'est dangereux ce que je dis là, je conseille pas aux gens de le faire. Parce que c'est à double tranchant. Parce qu'un jour, elle peut se retourner contre moi, c'est clair, je sais, je prends le risque. Mais j'ai pas envie qu'elle devienne un jour obéissante à son mari parce qu'elle a été obéissante à son père. Elle a toujours respecté son père, oui, attention, le père, machin. Ok, et si tu avais eu un garçon, t'aurais fait la même chose? Non, un garçon, c'est sûr que j'aurais été quelqu'un de différent avec lui. Ok. Ouais, j'aurais été différent, totalement différent. C'est parce que c'est une fille. Et je sais que le monde pardonne pas aux filles, tu sais, il pardonne pas aux hommes non plus, c'est difficile. Mais les filles ont peut-être la partie un peu plus difficile. Et c'est pour ça que j'essaye de lui apprendre le fait de... C'est pas parce que tu es un mec qui est plus âgé que toi ou qu'il est une figure d'autorité que tu es obligé de le suivre. Hein. Regarde, il fait une connerie toutes les 5 minutes. Intéressant. Parce que moi, j'ai en tout cas le même objectif que toi, c'est-à-dire de ne pas en faire des moutons, ne pas en faire des enfants qui rentrent dans des cases, c'est-à-dire rien de grave. Mais ils me voient transgresser pas mal de choses, ils savent que c'est interdit. Ok, est-ce qu'on nous voit? Est-ce que moralement c'est grave, c'est pas grave? Qu'est-ce qui va se passer si jamais on le fait? Tu vois, je me suis retrouvé parfois avec... J'ai une petite sœur, moi, qui est beaucoup plus petite et qui, elle, respecte énormément les règles, tu vois. C'est-à-dire, si c'est marqué pelouse interdite ou quoi, mettre le pied dessus, c'était attention, tu vois. Et pareil, tu vois. Et je pense que c'était toujours dans un souci de... On veut qu'elle soit bien élevée, etc. Mais après, elle a un tempérament un peu comme ça. Et je pense que ça a pu lui desservir à certains moments. Elle commence un petit peu à se rebeller un peu et entre guillemets faire un peu des choses qui ne sont pas dans les clous parfaitement.
Mais voilà, moi, ça a toujours été important pour moi qu'ils se fassent leur propre avis, qu'ils n'écoutent pas bêtement et qu'ils fassent un peu des choses qui ne sont pas spécialement... Pareil ici. Parce que tu sais, les enfants, eux, ils aiment bien ce qui est écrit, ils respectent. Interdit d'aller sur la pelouse, bah, c'est écrit. Mais doucement, je suis en train d'expliquer que c'est pas parce que c'est écrit que tu es obligé de suivre, quoi. Voilà, rien ne t'oblige, quoi. Et doucement, je fais des petites transgressions devant elle pour lui donner l'exemple. C'est important. Il faut trouver un équilibre, mais un petit peu de transgression. C'est ça, parce que tu ne veux pas non plus qu'il fasse tout et n'importe quoi ou qu'il ne t'écoute pas à toi. Oui, je veux pas que qu'elle devienne sauvage après, voilà. C'est pas le but. Non, on est d'accord. Mais je veux pas non plus qu'elle devienne un mouton. Donc entre la sauvage, regarde, aux extrémités, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mouton à une extrémité, j'ai la sauvage à l'autre extrémité. Et moi, je dois taper quelque part au milieu. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en tout cas, quand on essaye, on a quand même plus de chances d'arriver proche du résultat. Maintenant, j'ai un petit concept que je voudrais qu'on fasse. Ok. Tu vas juste me répondre si c'est un vrai problème ou un faux problème. D'accord. Le manque de temps. C'est dur comme question, très très dur. Vrai problème ou faux problème? C'est un faux problème. Si je dois mettre mon argent quelque part, décider, je dirais que c'est un faux problème. Il faut apprendre à s'organiser, à être plus efficient, et ça deviendra un faux problème. Le manque de motivation. Faux problème. Le stress. Un vrai problème. Le manque de sens. Un vrai problème. La solitude. Un vrai problème. La fatigue chronique. Un vrai problème. Le burn-out. Un vrai problème. Le manque de confiance. Dur celle-là aussi. Ça se règle. C'est un vrai problème. Mais dans la liste que tu as donnée, c'est celui peut-être qu'on peut gérer le plus facilement, je dirais. Et pas la fatigue chronique? La fatigue chronique, ouais, ça se gère aussi. Ça se gère. Aussi. Plein de ces problèmes se gèrent. Moi, je pense que pratiquement tous. Encore une fois, on part tous avec... entre guillemets, des points forts, des points faibles, plus accentués, etc. Mais il y a des gens qui sont plus stressés de nature, mais en adoptant le mode de vie adéquat, la diète adaptée, en faisant du sport, en méditant, en utilisant pas mal de tout ça, je pense qu'on peut quand même abaisser son niveau de stress énormément. Tu sais quoi? J'ai pris un avion, je suis parti du Royaume-Uni, je suis arrivé ici. J'ai réglé déjà les 3/4 de mes problèmes. D'accord. Des fois, il faut s'extraire d'un environnement qui est nocif pour nous. Imagine, tu es un poisson rouge, tu es dans un bocal pollué, sale. Tu peux lutter à titre individuel, tu ne pourras jamais régler vraiment le problème. Saute de ton bocal, va vers un autre, va ailleurs, va dans un endroit qui te correspond le mieux. Et déjà, les 3/4 de tes problèmes se résolvent. Et je vais te dire un truc, et là où ça devient intéressant. Quand une bonne partie de tes problèmes vont aller vers une résolution tout seul, tu vas tout à coup te retrouver avec de l'énergie en extra. Parce que cette énergie, avant tu l'utilisais juste pour survivre, maintenant elle est disponible. Tu vas l'utiliser pour attaquer le reste. Et après ça, tu rentres dans un cercle vertueux où tu commences à casser tous les déterminismes que tu avais. J'ai un concept, c'est cause ou conséquence. Ok. L'anxiété généralisée. C'est une conséquence. Est-ce que tu peux développer rapidement de quoi? C'est la conséquence du... T'es la souris. T'es la souris, t'es faible. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail sérieux. Tu es dans une société où tu ne contrôles rien du tout. Tu es dominé, tu es écrasé par ta femme, tu es écrasé par tout le monde, tu es écrasé par ta famille, personne ne te respecte. Alors après, tu es anxieux, mais c'est normal que tu étais anxieux. Si j'étais à ta place, j'aurais été anxieux, mais c'est clair. L'anxiété, c'est ça. Sors, enlève ce qui te rend anxieux. C'est une réponse naturelle. Ton corps réagit, tu es en train de dire quelque chose. Il te donne une information que tu dois écouter. Mais imagine, regarde, je place ma main sur une plaque chaude, là, j'allume, et puis je te dis, ah j'ai mal, ça brûle. Alors tu me dis, prends du paracétamol, tu as pris du paracétamol, je prends du paracétamol, mais ça ne réglera pas mon problème. Enlève ta main pour commencer. Enlève déjà ce qui te rend mal. Après, tu régleras le reste. La perte de repères. La perte de repères, est-ce que c'est une conséquence? C'est une conséquence à notre société. C'est une conséquence d'une société qui est nihiliste, matérialiste. Oui, une fois qu'on se projette dans le matériel, on n'a plus de repères. Si le repère, c'est juste d'avoir un sac, d'avoir 8 ans, d'avoir machin, bon, bah, c'est normal que tu n'as plus de repères après. Ton âme va mourir avant ton corps. C'est ça le problème. Hein, on parle toujours, les religions disent oui, c'est l'âme qui est éternelle, le corps, il part, l'enveloppe charnelle. Non, moi je veux dire, c'est le contraire qui arrive de nos jours. Il y a des gens qui sont sans âme, ils sont là, ils sont sans âme. Ton âme est morte déjà. Elle est morte, elle est enterrée. Vite encore qui vit toujours. Elle est à la recherche du prochain sac, lui, 8 ans. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. La masculinité en crise. Il y a une crise, oui, il y a une crise. Bon, moi, je ne la ressens pas à titre individuel, mais je sais collectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Je vais dire, t'es un mec, t'as des responsabilités en société, t'as des responsabilités en famille, t'as besoin d'être fort, t'as besoin d'être... voilà, quoi. Donc, t'es pas là pour développer ta fragilité. Oui, on a tous nos fragilités, nos incertitudes, nos zones de faiblesse. Oui, c'est vrai, mais bon...
on avance quand même. On doit avancer. C'est là, le masculin, lui, il avance. Voilà, j'avance. Puis si quelqu'un pleure, tu le mets sur l'épaule et tu marches, quoi. Voilà. La dépression. La dépression, c'est aussi une conséquence. C'est comme l'anxiété. C'est une conséquence. Il y a des gens, ils sont dépressifs. Et sincèrement, j'aurais été à leur place, je l'aurais été aussi. Donc, encore une fois, comme tu disais, avec toutes les conditions. Il y a une mécanique implacable. Il y a une mécanique implacable. Notre cerveau, il n'a que deux modes. Fight or flight. Soit tu te bats contre quelque chose, soit tu cours, tu dégages. Mais si tu restes, parce que c'est imposé. Tu es dans un travail, il est toxique, on te déteste, on te harcèle et tout. Mais tu en as besoin, donc tu restes ou tu n'oses pas partir ailleurs. Donc tu es en train de faire quelque chose de contre nature. Parce que tu te bats pas, parce que tu as peur qu'on te vire si tu te bats. Et tu ne fuis pas parce que tu as peur d'aller ailleurs vers l'inconnu et tout. Donc tu restes là où tu es. Bon, bah c'est normal que 10 ans plus tard, tu es en train de prendre des antidépresseurs. Mais c'est normal. Le contraire m'aurait étonné. Voilà, c'est normal. La surconsommation. Oh, c'est les deux. Elle est une cause, elle est une conséquence. Elle est les deux. Elle est les deux. Dans quel sens tu dirais une conséquence, toi? Elle est la conséquence de notre monde, du marketing, j'existe par la possession, j'existe par... Je dépense donc je suis, tu vois. Moi j'étais à Dubaï, tu sais, je vais te dire un truc. J'étais à Dubaï, et là où les gens vont à Dubaï, ils vont aller dans un café, ils vont aller, je vais claquer 50 € pour un café, puis ils vont me mettre une feuille en or dessus. Tu vois, ça fait très bien sur Instagram, hein. Regarde. Faut être fou pour manger de l'or parce qu'il y a plein de produits chimiques avec, on n'arrive pas vraiment à le purifier, mais c'est une autre histoire. Mais en fait, je suis parti sur une plage comme celle-là. J'avais une demi-baguette de pain, des olives, je regardais le soleil se coucher. Et franchement, c'est magnifique. Tu as besoin de quoi en plus? Tu peux regarder le même soleil se coucher depuis 8 à 5 000 € la nuit si tu veux. C'est le même mais soleil. C'est le même, ça sera le même. Donc il y a plein de gens qui aujourd'hui, on leur fait croire qu'ils ne peuvent exister que par la consommation. Mais pourquoi on leur fait exister ça? Pour que tu consommes, pour que tu t'endettes. Éclate la carte de crédit, va dépenser, donne-nous l'argent. Mais c'est normal, mais non, t'as pas besoin de ça, Minimum, minimaliste. L'addiction aux écrans. Ah, c'est pareil, c'est une conséquence. Par exemple, tu as parlé de solitude, c'est une conséquence de la solitude. Parce que les gens, tu sais, tu peux toujours leur dire arrêtez la télévision, allez vivre. Commence à vivre. Arrête la télé, commence à vivre. Commence ta vie. T'as une télé chez toi? Oui, parce que j'ai loué une maison, il y avait des télés partout, mais moi je la regarde jamais la télé. De moi-même, j'ai pas possédé de télé depuis 25 ans. J'ai pas de télévision, je regarde pas. Je sais même pas ce qui se passe dedans. Parce qu'en fait, le truc avec la télé, c'est qu'une fois que tu cesses de la regarder, tu perds le sens de la télé. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fait des années aussi que je regarde. Oui, t'as même du mal avec la télécommande, avec les machins, t'as ces icônes, ces trucs. Bon, j'ai pas d'abonnement Netflix, par exemple. Moi, j'en ai un. Ouais, j'ai pas d'abonnement Netflix. J'en parle. Petit aparté, mes enfants, ils regardent 3 dessins animés par semaine. Ouais. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Et c'est pour ça que j'ai l'abonnement. Voilà. Ma fille regarde des dessins animés. Elle regarde des dessins animés. Ouais, c'est pareil, c'est elle la consommatrice de télé. Mais c'est vrai que le problème, c'est que la conséquence, les écrans, c'est la conséquence de la solitude, hein, souvent. Hein. Oui, après, je pense aussi qu'il ne faut pas les couper totalement, parce que, comme tu disais tout à l'heure avec le téléphone, ça fait partie de leur vie, et ça sera de partout et de plus en plus dans le futur, et ça fait partie de la culture aussi. Ouais. Tu vois, la culture de tu regardes jamais, tu lui as jamais montré la télé ou même dans une BD ou quoi, il sait pas qui est Spider-Man, ton fils, il va être à l'écart à l'école sur certains jeux, sur certains trucs, il va pas comprendre, il va pas, tu vois. Non, moi j'ai acheté une télé quand ma fille a grandi, elle commençait à être demandeuse de télé, j'ai acheté une Sony. 3 mois plus tard, elle a éclaté en jouant au ballon. Je lui dis, je joue pas au ballon dans le salon. Elle a joué au ballon, bam, elle a tapé sur la télé a fait des lignes comme ça. Et puis elle niait, ça se voyait, il y avait une trace de ballon, bon, je fais semblant de ne pas avoir vu, je fais semblant de croire son explication. Par contre, je lui ai dit, la prochaine télé, tu l'achètes quand tu auras 18 ans avec ton premier salaire. Bon, mais après, j'ai cédé. Mais j'ai acheté une télé pourrie, hein, parce que la première, c'est une Sony, j'ai acheté une magnifique télé avec machin. La deuxième, je lui ai pris la télé chinoise la plus pourrave. Voilà. La violence sociale. Oh, la violence sociale, c'est une réalité, c'est une conséquence d'un monde où chacun a l'impression qu'il doit écraser l'autre pour vivre. On n'est pas obligé de vivre avec cet instinct. Tu vois, un instinct il faut que je marche sur l'autre. Je disais hier une étude Harvard, le nombre de managers qui ont écrasé d'autres personnes juste pour développer leur propre carrière, pour avancer eux-mêmes. On n'est pas obligé de vivre dans cet instinct bestial, on doit aller vers une conscience de travailler ensemble, collaborer, se soutenir les uns les autres. On a tous à y gagner en fait, on a tous à y gagner. Au lieu de vivre comme un panier de crabes, j'écrase l'autre, voilà, je dépense de l'énergie pour écraser l'autre. Il va m'écraser, enfin c'est terrible, mais ça existe malheureusement. La solitude ? C'est la conséquence
conséquence des écrans, d'un mode de vie, qui fait que Digitalisé, robotisé. digitalisé, chacun pour soi. Voilà, donc la solitude. Voilà. Il y avait des voisins au Royaume-Uni, ils ont reçu une fois un paquet de chez FedEx, ils avaient écrit ne pas laisser chez le voisin. Pourquoi? Parce que laisser chez le voisin veut dire que je dois lui dire bonjour pour venir prendre mon paquet. Les gens, ils baissent la tête, ils te voient. C'est fou ça. Ils te voient Mais pas. ça, je le vois de plus en plus, des gens qui te reconnaissent ou qui t'a vu et puis qui fait semblant de pas t'avoir vu, tu vois. J'ai discuté avec un pote à moi un jour, ça a été une longue discussion, tu vois, parce qu'on était en soirée et je vois un ancien pote du foot, tu vois, avec qui qu'on connaissait tous les deux, mais qu'on n'avait pas vu depuis 5-6 ans, tu vois. Et genre, il y a un tel, viens, on va le voir et tout. Non, j'ai la flemme de parler. Ouais, c'est ça, ils ont la flemme de parler. Ouais. Et puis bref, allez, je le prends par le bras, allez, arrête un peu, machin, nanana. Et après, en rentrant dans la voiture le soir, on a passé une super soirée, on s'est remémoré des souvenirs. Et puis même eux deux ont discuté ensemble plus longtemps que moi, qui au final j'ai bougé, machin et tout. Et à la fin, il m'a dit, ah, trop marrant, t'as vu quand on a rigolé, c'est ça. Je dis, mais tu te rends compte que tu voulais pas aller le voir parce que t'avais la flemme de parler. On est en soirée, c'est-à-dire que tu sors pour avoir de l'interaction avec des gens, tu vois. Et en fait, non, tu te retrouves à vouloir rester, en fait, c'est toujours la même chose, dans ton petit confort, parce que tu vas parler des choses que tu sais que tu maîtrises avec des gens que tu connais très bien, tu vois. Et après, à la fin, il se dit, mais c'est vrai, tu vois, on a discuté, il me dit, mais c'est vrai, en fait. J'ai cette tendance, tu vois, à vouloir être tranquille, pas qu'on me prenne la tête. Ouais, moi j'ai des amis ou des gens de ma famille, c'est écrit sur leur WhatsApp, ne pas appeler. Et en fait, tu dois leur envoyer un message avant de les appeler. Est-ce que je peux t'appeler? Je veux dire, voilà, après, dis oui, je suis seul, voilà. J'ai une petite question pour terminer. Ouais. Si quelqu'un nous écoute, qu'il est un peu perdu, un peu mou, un peu déconnecté, pour toi, par quoi il doit commencer concrètement pour se mettre d'aplomb? Déjà, nettoyer sa vie, arrêter les addictions, se déconnecter des écrans, revenir plus dans la vie réelle, chasser les gens toxiques autour de soi, des gens qui te bouffent l'énergie, il y en a toujours, tu vas les trouver. Des amis, des gens de la famille qui sont juste là à te sucer ton énergie, mais à te laisser plus bas que terre, qui te porteront jamais. Essaye d'aller, sors, rencontre des gens qui sont positifs, tu vois, qui peuvent t'amener vers du succès, qui peuvent multiplier ton énergie comme tu multiplieras la leur, tu vois. Essaye de mettre un peu de silence dans ta vie, arrête les écrans sans arrêt, la télé qui tourne dans le background, la musique dans les earpods, arrête tout ça, vis un peu dans le silence, arrête un peu, calme, laisse ton cerveau se calmer. Et puis, fais des analyses de sang, vérifie si tu n'as pas de... Très important, les gens sont choqués quand je leur dis ça. Fais des analyses de sang, t'es épuisé, t'es fatigué, mettons que tu as une carence de fer, par exemple, tu as une anémie. Une anémie, c'est plus fort que toi, tu te sentiras fatigué, quoi que tu fasses. Et c'est pas une question de volonté ou quelqu'un de coach ou autre. Personne ne pourra te coacher en dehors de ton anémie, tu pourras pas. Tu vas voir un médecin et dire, ah, anémie, manque de ça, tu prends des suppléments et tout ça, avec un accompagnement médical, déjà, tu es quelqu'un d'autre. Tu peux résoudre ce genre de problème. Mais change d'environnement si ça ne va pas. Ton travail ne va pas, change d'environnement, change de travail, réoriente-toi vers quelque chose qui te porte. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas inscrit, dites-vous dans la tête, c'est pas inscrit dans notre ADN d'avoir une carrière toute pensée, réfléchie, avec simplement on sait exactement ce qui va se passer dans 5, 10, 20, 15. L'humain n'est pas fait pour ça de base. Donc n'ayez pas peur en tout cas de l'inconnu et du changement de direction, de carrière, de lieu, ouais, etc. Change de lieu, change de pays, change de ville, change de carrière, change d'environnement social, jette ta garde-robe et habille-toi autrement si nécessaire. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi qu'est-ce que je vais faire. Demande de l'aide aussi, vraiment, demande de l'aide, n'aie pas peur, t'es pas seul. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ok d'accord, j'aime pas ma vie actuelle, mais je fais quoi, je suis seul. Non, t'es pas seul, il y a plein de gens qui sont passés par là. Moi j'étais plus bactère dans ma vie, vraiment plus bactère. Mais il y a des gens qui sont passés par des difficultés, viens leur parler et ils peuvent t'aider. C'est possible ça aussi. Merci en tout cas Aldo. Merci à toi, c'est vraiment un plaisir. Toi tu pêches pas, moi je pêche pas. Moi je ne pêche pas non plus, mais j'avais envie de rendre hommage à une technique d'une ville où j'ai passé de longues années. Quelle ville? Mostaganem, c'est dans l'ouest algérien, c'est de là d'où vient ma grand-mère maternelle. J'ai passé des années de ma vie là-bas et en fait j'ai vu des pêcheurs travailler avec des techniques qui probablement datent il y a longtemps, avec du matériel improvisé, du matériel artisanal. Donc vous allez peut-être pouvoir reproduire ça chez vous. En tout cas, moi je vais le faire avec mon fils. Boîte de conserve. Alors on a une boîte de conserve, il faut prendre une grosse boîte de conserve parce que regardez, je dois mettre la main dedans, donc c'est une boîte d'1 kilo. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a un bâton, tu peux voir, je chope la boîte avec un bâton. Ça peut être un manche à balai que tu coupes ou le manche de n'importe quoi. Ça c'est une ventouse de WC pour être parfaitement honnête avec vous. Il m'a envoyé les matériaux à acheter, et il m'a envoyé les ventouses là pour les cheveux. Je dis
mais on va faire quoi avec ça? Tu sais, je me voyais essayer d'aspirer quelque chose. Non, c'est pour le manche, ok. C'est juste pour le manche parce que voilà, ça coûte 3 fois rien et ça te permet de faire plusieurs manches avec ça, hein, tu vois, c'est coupé. Ok, t'as vissé de chaque côté. Là, j'ai vissé de chaque côté, alors soit des clous, soit des vis de chaque côté. Là, il y a un tout petit trou, ça se voit presque pas dans la boîte ici, regarde. Ça permet d'attacher le fil, tu vois, parce que tu as envie d'attacher le fil. Après, ce que j'ai fait là, c'est du fil de pêche. Ok, j'ai roulé 100 mètres de fil de pêche. Là, bon, ça s'est un petit peu mélangé. J'ai des plombs, j'ai un flotteur, j'ai des plombs. Et là, tu as vu, ça s'est mélangé. Regarde, les fils de pêche se mélangent facilement, tu vois. Et en fait, je me rappelle, je vais rendre hommage à Mansour de Mostaganem. Okay. Il est décédé il y a quelques années. C'est un pêcheur qui est épileptique. Et son travail, c'était de démêler ça. Les fils. Oh là là. Parce que là-bas, des fois, ils pêchent avec des fils qui peuvent faire 1 km ou 2 de long. Ah ouais. Ils les remontent dans des bassines. Et parfois, ça s'en mêle complètement. Donc imagine, tu as 2000 mètres de fil complètement mélangés. Alors généralement, ça part à la poubelle parce que tu ne vas pas pouvoir le démêler. Ouais. Eh bien lui, tu es allé chez lui avec la bassine, tu le payes, il avait une cour derrière sa maison. Okay. Et puis, avec minutie, ça lui prenait des jours et des jours. Et il arrivait à démêler tout ça, les aligner entre des poteaux qu'il avait placés dans sa cour. Et après, il les rebobinait joliment et il te les donnait. Donc au lieu de perdre ton fil, pour une petite somme, il pouvait te le faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça exige une patience de malade. Et le gars est épileptique. Voilà, ce qui est quand même assez dingue. Donc, et ça, tu vois des gens pêcher avec. Bon, ils en fabriquent un ou deux. Puis... Mais moi, j'ai toujours pas compris comment on pêche avec. Alors, l'idée, c'est que ça, c'est le dérouloir. Donc, ça, tu as le dérouloir ici. Ouais. Donc là, tu mets ton fil. Après, au bout, tu as des plombs qui permettent de jeter. Après, tu as un flotteur, tu as un hameçon. Donc là, comme je suis en train de parler, de présenter et tout, j'ai pas mis l'hameçon pour éviter de me faire, qu'on finisse pas aux urgences à l'île Maurice. Mais ce qu'il faut faire, c'est mettre un hameçon, tu mets un appât, tu mets quelque chose, un bout d'un truc. Et après, je vais te montrer tout à l'heure comment le balancer. Okay. Alors, il faut un peu de technique. Okay. C'est la même technique que la fronde, en fait. Okay. Pour le balancer loin, il faut juste... Alors, oui, voilà, tu as entamé le bon geste. Donc, tu déroules avec donc, la main droite, hein, si tu es droitier. Après, avec la main gauche, tu contrôles ta boîte. Et ce qu'il faut, il faut synchroniser ses mains. Ça signifie au moment où tu lâches le fil pour qu'il parte, voilà, exactement, la boîte doit faire ça. Tu gardes le doigt pendant que tu es en train d'envoyer, tu gardes le doigt sur le fil pour qu'il ne commence pas à se dérouler. Mais pense qu'à la dernière seconde, tu lâches le doigt pour que le fil puisse se dérouler. Et ça part assez loin en fait. C'est tout aussi efficace qu'un moulinet et quand tu le maîtrises bien, c'est même mieux. Ok, ouais, mais faut juste être bien coordonné. Tac, 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 tac. Tu jettes, tu tournes, tu ouvres. C'est ça. Okay. C'est la coordination. C'est tous les gestes qui doivent se faire en succession rapide au bon moment. Et alors si tu le rates, c'est pas grave, ça va tomber là devant tes pieds, ça va t'enrouler autour de ton bras. Et puis au bout de quelques fois, ça deviendra une seconde nature. Mais c'est vrai que ça exige au début, la première fois, un petit peu d'entraînement. On va pêcher? On va pêcher. C'est parti. Let's go. C'est bien dégagé, tu vois. Putain, mais bien du premier coup là, oh! Ce que je fais là, c'est que voilà, j'ai une certaine tension dans le fil. Je reste ici, je reste comme ça. Et puis dès que tu sens que ça tire un peu, alors je le ramène. Alors, le plus souvent il n'y a rien, puis un jour tu as un poisson quoi. Donc là, je vais le ramener, on va relancer encore une fois, juste pour montrer la technique de lancer. Alors la technique exige quand même pas mal de synchronisation. Tu dois synchroniser. Franchement, on a vu, c'était il y avait tout, la petite fente et tout. Ouais. Oh là, il y a des poissons qui viennent là, regarde. Là, le doigt, important, j'ai le doigt sur le fil, mais je dois le lâcher à un moment donné, avant de lancer, parce que sinon, ça va te net. Tu verras, si jamais je foire à lancer, tu pourras comprendre. Enfin, mais pas trop tôt non plus pour pas qu'il se déroule. Si tu le lâches trop tôt, ce qui va arriver, c'est que ça va commencer à se dérouler, ça s'enroulera autour de ta main et tout. Donc tu le gardes. Le bras, tu vas faire ce qu'il regarde. Là, je le lâche. Voilà. Bah attends, t'avais retesté ces petits lancers là quand même. Non, j'ai retesté il y a 2-3 mois quand je l'ai fabriqué. Après, j'ai pu retester depuis, mais je l'ai fait quand j'étais en Algérie. Je faisais du lancer avec la fronde. Tu vois, et c'est la même technique que la fronde en fait. Tu sais, mon père un jour il a été très choqué parce que on avait un coq à la maison. Il habitait dans une maison un peu en campagne. Il avait un coq et moi le coq m'empêchait de dormir pendant des jours et des jours et des jours parce qu'il passait la nuit à gueuler. J'ai pas compris sur le plan même darwinien pourquoi un animal aussi fragile gueule et fait repérer sa position. Et alors, je me suis levé à 3h du matin vers l'aube. C'est l'été. Tu l'as égorgé? Non, j'ai fabriqué
il fronde. Je suis sorti doucement dans la nuit pour le chercher à l'aube, comme ça, pour essayer de le flasher. Et mon père, par la suite, il a raconté, il dit, j'étais sous le choc. Il a dit, mon fils est parti vivre en Europe pendant des années. Et je le vois sortir, donc moi je suis l'immigré, genre qui vit en Europe et tout, et puis voir utiliser un instrument aussi archaïque, tu vois, ça l'a un peu frappé. Alors attends, je vais tenter un truc là, parce que mon problème, je t'ai dit mon problème où il est. Quand j'enroule comme ça, quand je suis en train de faire tourner, comme ces poids sont lourds, le fil a tendance à glisser de mes mains. Donc je vais essayer de faire un nœud ici, pour essayer de l'utiliser comme point d'accroche, tu vois, parce que le fil glisse facilement. Je l'ai un peu trop alourdi. Voilà, donc je vais tenter ça. Voilà, je vais tenter de tenir par là. Ouais, là j'ai un point de prise. Là j'ai un point de prise là. Alors attention, on va essayer de lancer, attention. Ça va? Ouais, non, moi c'est bon. Ah, je crois qu'ils t'ont branché. Ah ouais? Ça va? Ouais, non, tu m'as pas touché, tu m'as Pas touché? Oula, c'est passé à 2 cm de tes cheveux. Ah ouais? Ok, ouais, non, ça va, ça s'est cassé, le fil s'est cassé. Ah, il s'est cassé, ok. Oui. Le fil s'est cassé, regarde. T'as vu? Ah, ça marche bien quand même, hein? Ouais, ça marche bien, tu vois. Tu arrives à lancer à quelques dizaines de mètres. Hein. Là, j'ai mon fil qui n'est pas optimisé. Ah, c'est bien pour un premier lancer, c'est bien. T'as compris le concept, c'est facile. Ouais. Ah ouais, t'as une bonne synchronisation des mains. Donc, une fois que t'as tes bras qui sont bien synchro, ça va. Mais c'est quoi comme poisson en Algérie? J'ai de la dorade, du pajot, des poissons de Tu les Méditerranée. cuisines après? Après, oui, on les ramenait à la maison ou bien après, bon, on les mangeait ou pas, hein, mais on les donnait à la famille quand c'était cuisiné. Ça finissait en beignet de poisson. Bravo, c'est parti, très loin là. C'est pas mal celui-là, hein? Pas mal. Alors, il est bien parti celui-là. Dans la semaine, je t'envoie un poisson.